Malgré les avertissements chinois, la chef des députés américains Nancy Pelosi s'est posée sur l'île de Taïwan. En représailles, Pékin annonce des actions militaires ciblées. Les États-Unis liquident Ayman al-Zawahiri en plein cœur de Kaboul. Il était l'un des cerveaux du 11 septembre. Joe Biden estime que justice a été rendue. L'Autriche choquée par le suicide d'une médecin. Harcelée depuis des mois par les antivax, elle s'est donné la mort dans son cabinet médical. Troisième vague de chaleur de l'été, c'est mercredi et jeudi en France. 27 départements sont en vigilance orange. Nancy Pelosi s'est posée à Taïwan à bord d'un avion militaire américain et en ignorant les menaces des autorités chinoises. Pékin considère la visite de la présidente de la Chambre des représentants comme une grave provocation susceptible d'enflammer les relations sino-américaines. Peu avant l'arrivée de Nancy Pelosi à Taipei, des avions de chasse chinois volaient en direction de Taïwan et Pékin annonçait peu après des actions militaires ciblées en réponse à la visite de la responsable américaine. De son côté, le président Xi Jinping s'était entretenu la semaine dernière avec Joe Biden et avait appelé les États-Unis à ne pas jouer avec le feu. Les États-Unis pratiquent à l'égard de Taïwan une diplomatie dite d'ambiguïté stratégique qui consiste à ne reconnaître que le gouvernement de Pékin tout en apportant un soutien décisif à Taipei. Dès son arrivée, Nancy Pelosi a assuré que sa visite ne contredisait pas la politique américaine vis-à-vis de la Chine et réaffirmait le soutien inconditionnel de Washington à l'égard de Taipei. Un an après leur départ d'Afghanistan, les États-Unis ont éliminé en plein cœur de Kaboul le chef d'Al-Qaïda et démontré en même temps les liens étroits des talibans avec l'organisation terroriste. Pour le président américain, justice a été rendue. Ayman al-Zawahiri en particulier, mais Al-Qaïda en général, ont eu des relations vraiment fortes avec les talibans. Ils sont très proches, des mariages ont été célébrés. Cette relation est très profonde et il ne s'agit pas d'une simple relation de convenance. Cela contraste avec les relations des talibans et l'État islamique où ils sont vraiment des ennemis mortels les uns les autres. Ayman al-Zawahiri était devenu le numéro 1 d'Al-Qaïda à la mort de Ben Laden en mai 2011. Il était son bras droit depuis le début des années 90. Al-Qaïda n'est tout simplement plus la force de combat qu'elle était autrefois. À leur apogée, ils étaient incroyablement menaçants, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi bien sûr pour l'Occident. Ils étaient sur la voie de la production d'armes biologiques. Depuis, leur influence a vraiment diminué. La montée en puissance de l'État islamique l'a prouvé. En fait, lorsque Zawahiri essayait de prendre le contrôle de la situation en Syrie avec le front Al-Nusra, personne ne l'écoutait vraiment. Ayman al-Zawahiri était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre et les États-Unis promettaient une prime de 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. L'humanité est-elle en proie à l'anéantissement nucléaire? C'est en tout cas l'alerte lancée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de l'ouverture d'une conférence des 191 pays signataires du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. Et ce, au moment où la Russie se montre de plus en plus menaçante. Nous avons plus que jamais besoin du traité. Cette conférence d'examen est très importante. C'est l'occasion d'élaborer les mesures qui permettront d'éviter un désastre certain et de mettre l'humanité sur une nouvelle voie vers un monde exempt d'armes nucléaires. C'est aussi l'occasion de renforcer ce traité et de l'adapter au monde inquiétant qui nous entoure. De son côté, et contrairement à ses dernières déclarations, Vladimir Poutine s'est voulu rassurant dans un message publié sur le site internet du Kremlin. Nous partons du fait qu'il ne peut y avoir de gagnant dans une guerre nucléaire et qu'elle ne devrait jamais être déclenchée. Et nous défendons une sécurité égale et indivisible pour tous les membres de la communauté internationale. Cela n'a pas empêché le chef de la diplomatie américaine de critiquer le comportement de la Russie. Nous avons choisi d'agir avec retenue et d'éviter tout ce qui pourrait s'ajouter aux tensions nucléaires, par exemple en renonçant aux essais de missiles balistiques ICBM qui étaient prévus et en ne relevant pas le niveau d'alerte de nos forces nucléaires malgré les provocations russes.
Reportée plusieurs fois depuis 2020 en raison du Covid, cette réunion qui se tient au siège de l'ONU à New York doit durer un mois. Outre la question de la Russie, les pays signataires du traité ont appelé la Chine à entamer des pourparlers sur le contrôle des armements nucléaires. Les tensions au Moyen-Orient et dans la péninsule coréenne ont également été évoquées. Un hôpital enflammé, 3 habitants décédés. Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, à nouveau victime d'une attaque russe. La plus violente depuis le début de la guerre, laissant ce cratère là où des civils blessés pourraient être soignés. Le maire de la ville condamne un acte terroriste cynique de la part des troupes de Vladimir Poutine. Sur la ligne de front, les bombardements n'en finissent plus et les tirs d'artillerie poussent les Ukrainiens à fuir. Le président Volodymyr Zelensky a d'ailleurs annoncé l'évacuation générale de la région de Donetsk. À Kharkiv, les habitants cherchent à se nourrir avant même de penser à partir. Dans cette région agricole, les frappes ont détruit nombre d'exploitations. La population se retrouve donc doublement victime de la guerre et appauvrie par la perte du seul revenu de leur foyer. L'aide alimentaire n'est plus une option. Les gens ne pensent pas à ce qu'il pourrait arriver. Ils veulent juste de la nourriture. Même lorsqu'il y a des bombardements à proximité, personne ne part. Ces dernières semaines à Kherson, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive contre des positions militaires russes, provoquant la destruction de ce pont, une voie cruciale pour l'approvisionnement des troupes de Moscou. Le mois dernier, un responsable ukrainien a promis que cette région stratégique serait reprise par Kiev d'ici le mois de septembre. Le navire chargé de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé au large des côtes turques où il doit passer la nuit avant son inspection le matin par des représentants russes, ukrainiens, turcs et onusiens. Le Razoni a quitté le port d'Odessa avec 26 000 tonnes de blé. Il ouvre la voie aux 16 autres bateaux chargés de céréales qui attendent leur tour. Les préparatifs et la planification se poursuivent pour que d'autres navires exportent des céréales et des denrées alimentaires depuis 3 ports ukrainiens. Le bateau est parti lundi d'Odessa, direction Istanbul, et se dirigera ensuite vers Tripoli au Liban. Après avoir progressé lentement dans les eaux ukrainiennes en raison de la présence possible de mines, le cargo a été ralenti par le mauvais temps en mer Noire. Les autres navires bloqués depuis l'invasion devraient eux aussi quitter le grenier de l'Europe pour permettre de soulager la crise alimentaire mondiale croissante. Un hommage silencieux pour celles qui refusaient de se taire. 3000 Viennois se sont réunis ce lundi sur la Stephansplatz pour un dernier adieu à Lisa Maria Kellmeier. Cette médecin de 36 ans, régulièrement invitée sur les plateaux de télévision pendant la pandémie de Covid-19, a été retrouvée morte ce week-end dans son cabinet. Un suicide causé par des menaces de mort. C'est incroyablement triste. Docteur Lisa Maria est morte. Elle se sentait abandonnée par les autorités. Quel drame. Harcelée en ligne, mais aussi dans la vraie vie par les anti-vax parce qu'elle conseillait à ses patients de se faire vacciner, Lisa Maria Kellmeier avait fermé son cabinet fin juin jusqu'à nouvel ordre. Selon l'association des médias autrichiens, ce geste de désespoir reflète une tendance grandissante de menaces contre le personnel médical, mais aussi la défaillance des autorités dans la prévention contre la haine en ligne. D'autres événements de commémoration auront lieu ces prochains jours à Linz et à Vienne. Une troisième vague de chaleur qui s'annonce pour cet été. La France va avoir très chaud ces mercredi et jeudi avec des températures maximales entre 34 et 38 degrés et localement 40 degrés selon Météo France. Aux 5 départements déjà placés en vigilance orange, 22 de plus ont été ajoutés. L'est du pays va particulièrement souffrir. Des départements allant du Bas-Rhin jusqu'à la Haute-Garonne en passant par le Vaucluse, cet épisode caniculaire devrait être plus court que celui de juillet selon Météo France. Une canicule alors que la France métropolitaine est désormais entièrement frappée par la sécheresse, un contexte propice aux feux de forêt.